Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, merci d'être avec nous. Les grands débats ce matin, à 2 mois du premier tour des élections présidentielles. On va faire un point avec Frédéric Dabi, vous le savez, directeur général d'IFOP. Et puis Elisabeth Lévy, Françoise Degois. Vos appels aussi, 0826 300 300. Puisque je vous pose une question aujourd'hui, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Vous nous dites en majorité oui. Je suis assez étonné par votre réponse. Vous dites à 81% oui pour l'instant. Alors ça veut dire que vous êtes déterminé. Ce qui apparaît dans les sondages, Frédéric Dabi, quand vous interrogez les gens, et sur le choix justement de leur vote. Le choix, on a beaucoup de Français qui sont maintenant sûrs de leur choix, mais on a une part importante, entre un quart et un tiers, qui déclarent pouvoir changer d'avis. Ça se reflète. C'est plutôt le reflet de l'offre électorale actuelle. Quand on voit l'éparpillement de la gauche, on peut hésiter entre Hidalgo, Taubira, Jadot, Roussel. Quand on voit ce qui se passe à droite, où il y a une très forte volatilité entre les plaques tectoniques Zemmour, Le Pen et Zemmour-Pécresse, oui, l'incertitude peut être très forte. Moi, ce qui me frappe, avant même de parler du rapport de force électorale, c'est vrai que c'est bien qu'on se voit à 2 mois du vote, jour pour jour, c'est le niveau d'intérêt particulièrement faible. Dans notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, les sujets qui intéressent le plus le Français sont des sujets pour l'instant Covid. Le Covid continue à phagocyter les choses. Le niveau d'intérêt pour la présidentielle est de 52%. En février 2017, quasiment jour pour jour, on était à 78%, parce que la campagne avait été stimulée par la primaire LR, par la primaire socialiste. On est dans une campagne qui est sur un faux plat et qui avance à bas bruit. Covid d'un côté, le candidat président qui ne s'est pas encore véritablement déclaré. Donc on est encore dans un entre-deux. C'est-à-dire un Français sur 2, quasiment, ne s'intéresse pas vraiment à la campagne. En tout cas, dans ces échanges, c'est notre question historique forgée par notre grand politologue Jean-Luc Parodi sur les conversations des Français, on a seulement un Français sur 2 qui a évoqué l'élection présidentielle. Depuis qu'on pose cette question, c'est le niveau le plus bas jamais enregistré. Oui, parce qu'il y a les autres préoccupations du quotidien, c'est-à-dire le fameux pouvoir d'achat, le Covid aussi, la reprise par reprise, les masques, enfin il y a tout ça. Exactement, mais on sait très bien que les Français peuvent rentrer très fortement dans l'élection présidentielle. C'est l'élection matrice de la Ve République. La question qui se pose quand même, c'est: vont-ils aller voter ? Nous sommes dans un cycle abstentionniste jamais vu. L'abstention a été majoritaire à tous les scrutins à 2 tours depuis 2017. C'est une crise démocratique. Françoise Degois en parlait pendant la publicité. Et dans ce cadre-là, est-ce que le 28% du 21 avril 2002, c'était l'abstention il y a 20 ans, ça ne s'était jamais vu, va être battu? Je crains que ce cycle abstentionniste imprime sa marque. Et ce sont plutôt des jeunes? Alors, quand l'abstention est forte, elle touche tout le monde. Pour qu'il sonne le glas, il sonne pour tout le monde. Quand même, quand on regarde le profil des abstentionnistes, il y a plutôt un électorat jeune, pas les primo-votants, pas les 18-23 ans qui votent pour la première fois, mais les 25-34 ans, les catégories populaires, les personnes peu diplômées, peu ou prou. La cartographie du vote Marine Le Pen, c'est la crainte de Marine Le Pen. Elle a un électorat très sûr de son choix, très déterminé, mais va-t-il aller voter? C'est ce qui lui avait coûté très fortement aux élections régionales de juin dernier. Et du côté du rapport de force, alors justement, moi, si on fait le point à 2 mois. Moi je verrais 3 grands enseignements à 2 mois. Premièrement, un président sortant en pole position dans toutes nos enquêtes rolling depuis un mois, entre 25 et 26,5%. Symboliquement, c'est au-dessus de son score de 2017. C'est la première fois depuis François Mitterrand en 88 qu'un président sortant, se représentant, fait un score supérieur. Il met cet adversaire à 8-9 points d'écart. Ce qui me frappe, c'est qu'il a une structure de vote extrêmement homogène, c'est-à-dire peu de différences selon les catégories, bien sûr, moins d'ouvriers, moins de chômeurs. C'est quand même le vote d'une France qui va bien, mais c'est un président qui devient attrape-tout. Et puis c'est sa capacité, bien sûr, à mordre à droite, 25% de l'électorat Fillon hier, peut-être un effet international, mais également à gauche. Où est l'électorat social-démocrate? Aujourd'hui, il est assez fortement chez Emmanuel Macron. Vous avez peut-être vu, Patrick, l'enquête JDD dimanche dernier sur les trajectoires électorales. On a 41% des Hollande, un gros tiers des Ségolène Royal 2007 qui sont chez Macron. Et dans ce cadre-là, derrière ça, dans un mouchoir de poche, en quelque sorte, on trouve Marine Le Pen qui est devant, Valérie Pécresse qui arrive derrière dans le rolling, cette enquête au quotidien, chaque jour, en temps réel, et puis juste derrière Éric Zemmour. Bien que ce soit un rolling, et il n'y a pas de malice dans ma bouche, je n'aime pas la course des petits chevaux. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on va dire aujourd'hui à 2 mois du vote, c'est une incertitude très forte pour la 2e place. Hier, et Françoise l'avait commenté sur LCI, il y avait 2 points d'écart entre Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Hier, on était sur
aujourd'hui, pardon, on est sur 3 points. On a une incertitude. On a un Éric Zemmour qui a une vraie dynamique dans la mesure où il puise à 2 sources électorales. Il arrive à capter un électeur Fillon sur 5, et c'était même monté à 38% des électeurs Marine Le Pen. Marine Le Pen tient le choc dans son socle électoral historique auprès de ces segments qui pourraient ne pas aller voter. Valérie Pécresse, c'est la candidate qui a le moins bougé depuis le début du rolling. Elle était à 16,5, elle est hier à ce qui veut dire que ça ne décolle pas, ça n'avance pas. Bah, je vais vous dire, elle arrive à bien capter les segments de droite traditionnels, un peu comme un vote Fillon vintage, les personnes âgées, les cadres supérieurs, les catégories aisées. En revanche, elle a une difficulté pour l'instant très forte à capter des électorats essentiels pour parvenir au second tour, les jeunes, les catégories populaires et bien sûr la France du travail. La phrase de Malraux, le gaullisme c'est le métro aux heures de pointe. Pour l'instant, le salariat n'est pas chez Valérie Pécresse, il est chez Macron, il est chez Le Pen. Troisième point quand même, la gauche dans un état historiquement catastrophique, si je puis dire. Anne Hidalgo qui est descendue à 1,5%. Dans le running, elle est à 2,5%. Mais dans un autre... C'est moins les candidats qui me marquent que le total gauche qui est à 24,5%, 25%. J'ai une question pour vous, cher Frédéric. Bon, je ne sais pas si vous avez une explication sur ce fait que Emmanuel Macron surnage comme ça de façon constante, alors que malgré tout, il a été très attaqué, très critiqué pendant son quinquennat. Mais je voulais savoir si, compte tenu de ce que vous avez dit sur l'abstention et sur les indécis, sur les gens qui n'ont pas encore décidé ce qu'ils allaient voter, qui sont plus nombreux en France que chez nos auditeurs, apparemment, est-ce que ça valide pas un peu, disons, ce que vous pouvez dire sur les chiffres ensuite? Alors, ça n'invalide pas, je pense, les grandes tendances, mais bien sûr, ça nous incite à une très grande prudence. Il y a des élections présidentielles qui étaient jouées 3 mois, 6 mois, 9 mois avant. 88, dès janvier, février 2007, c'était gagné, si je puis dire, pour Nicolas Sarkozy, toujours en tête au premier tour, toujours gagné au second tour. Là, comme je le disais, Elisabeth, quand on a une incertitude si forte dans le bloc droite extrême, on se dit, et ça nous incite à une forte prudence. Emmanuel Macron, il est structurellement impopulaire depuis janvier 2018, mais la présidentielle, c'est pas un match dans l'absolu face aux Français, c'est un match de crédibilité entre différents candidats. Dans la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio, diffusée ce jour, on a 2 tiers des Français qui pronostiquent qu'Emmanuel Macron va gagner l'élection. On n'en a qu'un tiers qui souhaite qu'il le gagne. D'ailleurs, c'est particulièrement faible pour tous les candidats testés. Ça en dit long en termes de reflet sur la déception vis-à-vis de l'offre électorale. Même dans l'électorat Le Pen, même dans l'électorat Pécresse, on pronostique une victoire du président sortant qui n'est pas candidat. Je continue à dire que rien n'est joué dans le contexte que j'ai rappelé. Allez, avant toutes les questions, 0826 300 300. Il y a des auditeurs qui voulaient poser des questions. Non, mais attendez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Juste Bruno, qui nous appelle de Rodez, qui nous attend. Vous n'aimez pas les auditeurs. Je les aime, les auditeurs. Françoise aime les gens. Elle adore les gens. Voilà, c'est pas la peine de poser ce genre de questions. Frédéric aime Françoise. On part à Rodez, s'il vous plaît. Françoise aime Frédéric. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est festif aujourd'hui. On vous écoute. Écoutez, concernant le choix, en tout cas je vais commencer par ça, concernant le choix de vote, moi honnêtement je vais vous le dire, moi je vais voter, moi il y a 2 programmes qui m'intéressent, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon et le programme de Marine Le Pen, que ce soit au niveau emploi, que ce soit au niveau réindustrialisation, que ce soit au niveau pouvoir d'achat, sécurité, ils m'intéressent beaucoup tous les 2. Honnêtement, le Parti Socialiste, déjà 2 candidats, donc ça prouve à quel point le parti est mort. Pécresse avec ses frasques verbales et nous ressortir la carchérisation, etc. Bon, on a compris qu'elle essayait un petit peu comme elle peut de gratter un petit peu les électeurs extrême droite. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Moi, Macron, c'est bon, quoi. J'en voulais pas aux dernières élections, j'ai pas voté pour lui et je voterai pas pour lui. Là, si jamais les 2 candidats que je vous ai dit ne sont pas au 2e tour, je voterai blanc, clairement. Et c'est pas un. C'est quand même un peu comme d'autres. Vous ne sentez pas que c'est le grand écart, Renaud, entre Jean-Luc Mélenchon sur le fond quand même et Marine Le Pen? Non, sur beaucoup de choses, ils ne sont pas d'accord, c'est vrai, mais sur la réindustrialisation
française, sur le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité, je trouve quand même que ils ont quand même quelques points de convergence. Ouais, la sécurité, pas trop. Alors, niveau sécurité, pas entièrement. Non. Je suis d'accord avec vous, pas entièrement, mais il y a quand même quelques points où ils peuvent s'entendre. Ouais. Ah non, mais c'est intéressant votre réflexion. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous au 0826 300 300. Françoise Degois, bien sûr, Elisabeth Lévy, Frédéric Dabi et Éric Revel qui va nous rejoindre aussi dans un instant parce qu'il y a quand même cette chose assez étonnante aujourd'hui. On va racheter, EDF, on va racheter des turbines à General Electric. Souvenez-vous, on les avait vendues quand même. C'était Alstom à l'époque. Et c'était qui à la manœuvre? Un certain Emmanuel Macron. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h03, merci d'être avec nous. Et avant de retrouver Françoise Degois, Elisabeth Lévy et Frédéric Dabi, Éric Revel est avec nous. Éric en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile. Éric en il y a campagne. du monde aujourd'hui. Revel en campagne. Il y a du monde dans ce studio, trop, mais bon, c'est la fin du pass vaccinal. On va vers etc. Heureusement, nous avons toujours l'ensemble de notre dispositif avec les plexis, notre purificateur. Donc tout va bien. Donc Emmanuel Macron est à Belfort aujourd'hui pour relancer la filière nucléaire en pleine crise énergétique. Ou alors c'est quand Macron, président, veut faire oublier, Éric Revel, l'erreur de Macron, ministre des Finances, qui en 2014 avait vendu la branche énergie d'Alstom tout de même aux Américains. Oui. Alors le symbole d'abandon de souveraineté industrielle dans le nucléaire colle aux chaussures d'Emmanuel Macron comme le fameux sparadrap du capitaine Haddock. En 2014, il est ministre de l'économie à l'époque. Il signe la vente de toute la branche énergie d'Alstom pour 12 milliards d'euros. Au groupe américain GE, General Electric. Une erreur, évidemment, qu'Emmanuel Macron avait notamment justifiée en expliquant qu'Alstom n'avait plus les moyens à l'époque de vivre de la seule commande publique. Mais en pleine crise énergétique, on est dedans, 8 ans plus tard, en 2022, à l'occasion de son déplacement à Belfort, vous l'avez dit, il veut relancer la filière nucléaire. Macron, président, veut effacer la forfaiture du Macron, ministre de l'économie. Et c'est EDF qui va racheter, mais quelle partie et pour quel prix alors? Alors, c'est EDF, qui va racheter une petite partie du périmètre d'Alstom, d'Alstom Énergie, pour 1 milliard d'euros. Je vous rappelle, tous les actifs avaient été vendus 12 milliards d'euros. Là, aujourd'hui, pour 1 milliard d'euros, on va racheter la partie nucléaire et les fameuses turbines Arabelle. Avec les nouvelles constructions d'EPR, ces nouvelles centrales, Macron à Belfort va dévoiler un plan stratégique global, pour relancer toute la filière nucléaire et donc pour essayer d'assurer, ce qui n'est pas gagné, l'indépendance énergétique de la France. Oui, c'est ça. Relancer la filière nucléaire avec EDF comme tête de pont de la stratégie. Expliquez-nous alors comment ça peut fonctionner. Alors c'est un véritable plan stratégique que va dévoiler le chef de l'État. L'idée avec ce rachat de la partie nucléaire d'Alstom par EDF, qui est un groupe public, il est détenu à 83% par l'État, le groupe EDF, c'est de transformer le groupe d'électricité EDF, qui est aujourd'hui un opérateur, en un groupe qui construira et qui exploitera les centrales nucléaires. D'autant que Framatome, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un acteur clé du nucléaire en France, a été racheté Framatome en 2017, que son principal actionnaire, c'est justement EDF, donc détenu par l'État. Donc j'additionne, partie nucléaire d'Alstom, plus EDF, plus Framatome, on est en train de reconstituer une filière nucléaire qu'on veut relancer sur des bases solides, en tout cas c'est le projet de Macron, alors que nos installations très vieillissantes ont poussé ces derniers jours, on en a parlé, les autorités à arrêter 8 réacteurs nucléaires. Macron a beaucoup varié sur le sujet du nucléaire. Il en doutait beaucoup de l'importance du nucléaire lorsqu'il était dans la commission Attali. Il est devenu pro-nucléaire. Il y a évidemment urgence pour éviter toute rupture dans la fourniture d'électricité de notre pays, sans être catastrophiste, c'est un vrai sujet, mais quand même, Patrick, que de temps perdu. Alors sans doute que la vente d'Alstom Énergie, puis son rachat en partie, a fait un peu plus la fortune des banquiers d'affaires, mais elle a été un coup rude porté à l'indépendance énergétique française. Que de temps perdu aussi, depuis l'époque, on l'a presque oublié, où Anne Lauvergeon avait réussi à fédérer sous le drapeau du groupe Areva toute la filière nucléaire dans notre pays. Alors en France, on a sans doute des idées, mais souvent, on a plus de retard encore.
Merci beaucoup Éric Revel. Oui, et tout à l'heure, le nucléaire, justement, on va en parler en détail avec quelqu'un qui était contre le nucléaire dans les années 70. Souvenez-vous, c'était l'un des premiers à mener le combat, Brice Lalonde, et qui aujourd'hui est pour le nucléaire. Alors, on verra pourquoi. Et dans un très bon livre, il dit, excusez-moi de vous déranger, où il met sur la table tout un tas de sujets, en fait, en même temps sur l'avenir, en fait, de la planète. Et en disant, il y a plusieurs possibilités. Soit on est dans un scénario noir et on veut que tout s'effondre, un peu à la Cochet, son ancien partenaire écolo. Soit il y a beaucoup de solutions en fait sur la table. Il faut faire confiance quand même en fait aux scientifiques, mais il faut s'en donner les moyens. Il sera avec nous dans ce livre qui est particulièrement intéressant. Tout à l'heure à 9h30, vous pourrez lui poser en fait des questions. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Éric Revel, Macron qui change d'avis, quelque part, ça le conforte peut-être un petit peu, Frédéric Dabi, dans les intentions de vote. C'est-à-dire que les Français se disent, finalement, il est capable de changer d'avis quand il faut changer d'avis. Ce que nous disait tout à l'heure Robert Ménard, qui l'applaudit sur le nucléaire, alors qu'il était contre, qui l'a applaudi sur le pass vaccinal, même s'il il va quand même toujours soutenir, évidemment, Marine Le Pen, mais tout de même, quoi. Alors, je nuancerais un petit peu une des forces d'Emmanuel Macron qu'on voit dans les enquêtes de popularité, où je rappelais il était quand même minoritaire, mais dans son socle de popularité, on apprécie le fait qu'il ait tenu ses promesses. La critique des promesses non tenues qui avait été dévastatrice pour Nicolas Sarkozy n'est jamais associée à Emmanuel Macron, et on lui s'est gré d'une certaine cohérence. Maintenant, sur le nucléaire, on est dans une campagne où les questions climatiques n'ont pas un rôle si important. On a tendance à opposer fin du mois. Je suis frappé à quel point, en dehors de ce contexte Covid, le pouvoir d'achat structure le discours des Français plus que les questions climatiques. Je ne pense pas que ça fasse bouger beaucoup les lignes, son revirement, s'il a été perçu sur la question du nucléaire. Ce qui est important pour... Non, mais c'est d'une façon générale, quoi. Tout à fait, d'une manière générale. Mais pour un président, comme pour tout candidat, la question de la cohérence du discours est absolument fondamentale. Françoise Degois, vous vouliez poser une question à Frédéric Dabi et les auditeurs aussi qui peuvent nous appeler. Une remarque à Frédéric Dabi par rapport à ce rolling qu'on suit religieusement sur LCI et sur Sud Radio, bien sûr. Eh bien, j'ai le sentiment dans ce que vous décrivez, Frédéric, l'issue est tout à fait incertaine. Moi, je ne fais pas partie du principe que de toute façon Emmanuel Macron est réélu. Non, parce que c'est long une campagne, qu'il y a des pièges de campagne, qu'il reste 60 jours, que quand les Français sont dedans, si tant est qu'ils y rentrent un jour, eh bien voilà. Mais j'ai quand même le sentiment que celui ou celle qui arrive à l'Élysée est l'homme ou la femme la plus riche du cimetière démocratique. Quand on voit, quand on voit ce que vous dites, non, mais c'est vraiment très violent. Mais c'est-à-dire abstention énorme, c'est-à-dire non choix, pas envie de voter, on vote contre, on vote pas pour. Tous les millions d'électeurs de gauche dont je fais partie qui savent absolument plus où est-ce qu'ils crèchent. Pardonnez-moi, je parle mal, mais c'est quand même ça la réalité. Je pense qu'il y a une forme de cimetière démocratique, plus, et je termine Frédéric, plus l'idée générale qu'on va tous pleurer, si vous voulez, sur le plan démocratique, de ne pas avoir fait la réforme de la proportionnelle, parce qu'imaginez si c'est Marine Le Pen qui perd à 47%, est-ce qu'on peut envisager que Marine Le Pen n'ait que 10 circonscriptions ? Moi, je partage plutôt ce que vient de dire Françoise Degois. C'est vrai que j'ai parlé au début de mon propos de ce prisme abstentionniste, de ce spectre de l'abstention, une abstention majoritaire à tous les scrutins. C'est malheureusement un vrai risque que le record du 21 avril soit très largement battu. Ça remettra pas en cause la légitimité du candidat, du président nouvellement élu. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura 2 semaines de plus de campagne pour les élections législatives. L'intérêt pourrait être plus fort, mais c'est vrai que c'est une élection à bien des égards dramatique. 3e 21 avril possible pour la gauche. 3e défaite de suite pour la droite. 3e défaite de suite pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et 3e victoire de l'abstention comme jamais. Exactement. Voilà. Donc ça peut créer un phénomène de démobilisation et une assemblée législative élue les 12 et 19 juin, particulièrement faible en termes de légitimité. Nous n'y sommes pas encore. Éric Revel. Oui, Frédéric Dabi, moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, évidemment, et avec une attention non feinte, mais quand vous dites Emmanuel Macron a tenu toutes ses promesses, contrairement à Nicolas Sarkozy, expliquez-nous un peu la réforme des retraites, on peut être pour ou contre, mais il ne l'a pas faite. La loi sur la dépendance, il l'a oubliée en cours de route. La question du pouvoir d'achat, l'Institut des politiques publiques indiquait que les plus riches étaient enrichis et que les plus pauvres avaient décroché socialement.
gouvernement. Et puis il n'écoute pas Emmanuel Macron. Françoise de Goix rappelait cette histoire de proportionnel, mais son mentor Modem, François Bayrou, lui avait proposé une dose de proportionnel. Il a dit non. Donc il a tenu quelle promesse et il a écouté qui? Alors, mon cher Eric, vous avez peut-être oublié mon statut. Je n'ai pas donné une opinion personnelle. Je me suis fait, entre guillemets, le modeste porte-parole du discours que nous tiennent les Français, dans le cadre de baromètres mensuels comme le baromètre JDD, dans le cadre d'enquêtes qualitatives. Si les Français pensent ça, il a une très bonne com. Je suis frappé de voir que la critique des promesses non tenues qui avaient structuré l'antisarkozysme dès janvier... Parce que les gens ne croient plus aux promesses. Dès janvier 2008, c'est-à-dire lorsqu'il ferme la porte du travailler plus pour gagner plus, il échappe à cette critique. Je ne dis pas qu'elle n'est pas fondée, je ne dis pas qu'elle n'est pas parfois exprimée, mais elle n'est pas structurante. De la même manière, l'inaction qui avait structuré le regard sur le quinquennat de François Hollande ne lui est que très rarement associée, sauf sur deux thématiques, les questions environnementales et les questions sécuritaires. Oui. Allez, dernière question sur justement les intentions de vote. Elisabeth Lévy, je croyais que vous lui posez une question. Non, j'en ai plein, si vous voulez, mais je ne veux pas vous... je voulais pas... En fait, c'était sur le... Ça y est, ça me revient. Ouais. C'était sur les législatives. Est-ce que... Rappelez-moi juste une chose, les Français, depuis toujours, donnent toujours une majorité au président, ou c'est arrivé que... Alors, il y a un avant et un après 97. Voilà, c'est la dernière élection législative qui est... Au moment où le quinquennat est voté, les législatives sont placées après la présidentielle et perdent leur autonomie. Ça devient un scrutin très fortement indexé sur le résultat d'une présidentielle. On l'a vu depuis 2002, systématiquement, ça a donné une majorité large au président de la République. Il y a un contre-exemple qu'on peut quand même prendre, c'est 88. François Mitterrand très largement réélu. Il fait tout, il fait l'ouverture, il dit que ce n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Il a finalement, Michel Rocard, a une majorité relative. Maintenant... C'est une cohabitation interne au PS, en gros. Voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est 3 ans. Bon, en tout cas, il reste 2 mois. C'était important de faire un point avec vous, Frédéric Dabi. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure chez Valérie Expert. 2 mois de la présidentielle. Et il peut y avoir des choses qui vont bien changer parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il n'y a qu'un Français sur 2, grosso modo, qui s'intéresse véritablement à la présidentielle en tant que telle. Il peut y avoir des événements et les choses peuvent bouger, bien sûr. On l'avait déjà vécu en 2017. Je ne sais pas s'il y aura des surprises du même tonneau. En tout cas, nous allons suivre ça. Dans un instant, je voudrais bien qu'on parle avec nos éditorialistes et vous. Je voudrais vous entendre au 0826 300 sur le convoi de la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce convoi de la liberté? C'est un convoi des antipasses, c'est un convoi de contestation d'Emmanuel Macron, c'est un convoi de revendications sociales globales, comprenant par exemple aussi les questions de pouvoir d'achat. Vous nous appelez et on en débat dans un instant avant de parler tout à l'heure de nucléaire et puis d'énergie avec Brice Lalonde qui sera avec nous. Là aussi, vous pourrez intervenir. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h18, c'est la suite des grands débats ce matin. Toujours avec Éric Revel, avec Elisabeth Lévy et avec Françoise de Goix. Vos appels 0826 300 300 vous attend standard, bien entendu. Oui, pour parler du convoi dit de la liberté, il est parti hier de plusieurs endroits de France, Bayonne, Perpignan, Nice, en passant par Marseille. Il a fait étape à Aix-en-Provence, d'autres ont fait étape à Narbonne, à Carcassonne, à Toulouse, à Guéret, etc. Est-ce que vous avez le sentiment, on va prendre vos appels dans un instant, et vous avez le sentiment que ce convoi de la liberté peut perturber un tout petit peu les choses sur cette campagne électorale? Elisabeth Lévy, Éric Revel et Françoise de Goix, ce convoi de la liberté. Françoise disait non tout à l'heure. Au contraire, je pense que ça sert Emmanuel Macron. Ça sert Emmanuel Macron. Je pense que la fermeté. La fermeté, moi, ou le chaos, c'est vieux comme le monde. Le convoi qui va être interdit dans Paris. On connaît tout à fait la stratégie de diabolisation. Ils ont procédé de la même manière avec les Gilets jaunes. Donc, on crée de la tension, de la diabolisation, et puis tout le monde se retrouve autour du chef. Donc je pense que à la fin, et moi je le regrette, ça ne peut servir qu'Emmanuel Macron. Non, mais donc pour vous, personne d'autre qu'Emmanuel Macron n'a de responsabilité dans le fait que Paris a été un foutoir hebdomadaire pendant plus d'1 an. Ça, c'était parce qu'Emmanuel Macron jouait la stratégie de la tension. Excusez-moi, ma chère Françoise, mais quand même, il y a aussi, si vous voulez, je comprends très bien que par exemple les commerçants, moi je
peux vivre avec un blocage, je prends le métro, c'est pas très grave. Mais je comprends quand même que les commerçants n'aient pas envie que Paris soit bloqué. Donc, à l'arrivée, si vous voulez, c'est quand même les gens qui le font qui sont responsables. Maintenant, j'ai entendu sur notre excellente antenne des gens qui disaient, d'abord, je vous ai entendu vous, et par ailleurs, je trouve qu'il faut effectivement entendre ce qui se passe derrière. Mais j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais non, mais nous, on veut pas bloquer. En gros, c'est une espèce de caravane de la liberté. Et dans le fond, un mouvement qui ne se place pas d'entrée sous le signe de la détestation, mais sous le signe de la liberté, moi, déjà, on y a bien plus. Bah ça me plaît. Ouais. Ça me plaît. Puis je vous ai parlé hier des camions, l'imaginaire des camions comme dans les films. Oui, mais sauf que là, il n'y a pas de camion. Oui, mais c'est pas grave. Comme ça vient du Canada. L'imaginaire du camion, c'est aussi le salaire de la peur. Je dis ça, je dis rien. Oui, enfin, ça se finit pas très bien. Non, mais justement, pas que le salaire de la peur. Il y a un autre film dont je parlais. C'est ce que je veux dire. Non, du calme. Je termine. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. Enfin, je vous en prie, Gérald Darmanin. Ce que je veux dire par là, c'est exactement ce que vous disiez, Elisabeth. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière à diaboliser. Il n'y a pas de matière dans ce qu'ils envoient eux comme message à avoir un discours de fermeté comme on l'a entendu hier. Mais il y a une matière politique à le faire, c'est ce que je veux dire. Il y a une stratégie politique de tout de suite finalement mettre une tension sur un mouvement qui n'est pas spécialement tendu de manière à en tirer les bénéfices électoraux. Ça, c'est ma conviction. Je pense ce gouvernement, comme tous les gouvernements, assez cyniques pour le faire. Allez, on part au standard. On part à Bastia avec Chantal qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Écoutez, nous c'est sûr que de partant de Bastia, c'est un peu compliqué de oui. Mais c'est vrai que je suis assez attentive. Bon, déjà, ça n'a rien à voir avec le Canada, parce que déjà les chauffeurs, ils ont leur propre camion. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de routiers. Je pense qu'ils participent parce que les camions appartiennent aux entreprises, donc c'est beaucoup plus compliqué. Ou en tout cas très peu. Maintenant, je pense que c'est un ras-le-bol général du fait qu'il y a tellement d'incohérences avec le pass sanitaire, le pass vaccinal. Là, j'entendais encore M. Fischer qui expliquait que peut-être fin mars ou début avril, ils enlèveraient toutes les restrictions. Bon, moi, je suis hospitalière. Donc, je peux vous dire, quand on nous dit, oui, les gens ont adhéré, non. On a quand même été obligés de le faire. Sinon, nous étions suspendus, ce qui nous a obligés de fermer des lits et de retarder des interventions chirurgicales, non pas parce qu'on était débordés de Covid, mais parce qu'on manquait de personnel au bloc opératoire, des IAD, des IBOD, par des suspensions, par le fait. Donc je pense que les gens ne comprennent pas, alors que beaucoup de pays européens enlèvent les restrictions, qu'on soit encore obligé d'aller pour le restaurant. Alors l'histoire d'être assis, d'être debout, alors là j'ai pas très bien compris. Après il y a le pouvoir d'achat qui se met dedans, les prix de l'essence. Je pense que c'est un ras-le-bol général. Qui fait que les gens, c'est pas tous des des anti-vax, ce que l'on disait, c'est ça. C'est pas non plus. Et même, vous savez, dans les anti-vax, il y a des gens qui sont vaccinés de tous les vaccins du monde, mais qui n'avaient pas confiance au Pfizer. Écoutez-moi, je peux vous dire que tous qui ont la 3e dose, ils ont tous attrapé. Moi, qui n'en ai que 2, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'attraper, voyez-vous. Donc, vous ne l'avez pas eu. Vous n'êtes pas la seule. Non, je l'ai jamais eu. Moi, j'avais fait les 2 doses avant qu'il soit obligatoire, parce qu'avec le Delta, j'estimais, comme tout le monde, je pense qu'on a eu peur, et donc on l'a fait, mais de là à dire que tout le monde était content de le faire, beaucoup d'hospitaliers l'ont fait pour pas perdre leur travail. Et Chantal, est-ce qu'il y a un convoi dit de la liberté, justement, en Corse, ou pas? Je crois pas, c'est vraiment compliqué, parce qu'il faut prendre le bateau. Non, mais cela dit, même en restant, en défilant uniquement en Corse, j'allais dire d'Ajaccio à Bastia, par exemple. Oui, peut-être que samedi, les gens vont prendre. Alors, il y en a un petit peu qui manifestent, mais les gens sont tellement pris. C'est compliqué. On est tellement tous débités par cette politique sanitaire qui est plus sanitaire mais purement politique. C'est ça qui est dommage, parce que déjà que nos hôpitaux étaient pas en forme. Vous savez, moi en 2017 à l'hôpital de Bastia, à l'époque j'étais déléguée syndicale, on avait quand même déclenché une grève de la faim, pas pour les augmentations de salaire, mais pour avoir des moyens. Avant même évidemment la crise du Covid, il y avait eu d'ailleurs cette lettre de démission, en tout cas sur les parties administratives des directeurs d'hôpitaux. On s'en souvient, c'était en janvier, 1 mois et demi avant que n'éclate l'affaire du Covid. Merci de votre
votre appel. Merci, vous Chantal. nous écoutez sur l'application parce qu'en Corse, je sais qu'on a une fréquence, mais uniquement de côté de Corté. Oui. Sur mon ordinateur. Oui. Sur l'ordinateur. Voilà. Et puis, il y a télécharger l'application et vous pouvez nous écouter un petit peu partout comme ça, à partir du moment où il y a quand même soit du Wi-Fi, soit de la 3, la 4, la 5G. Quoi. Il est technicien Merci. chez Darty. Oui, non, bien sûr. Non, mais voilà, c'est ça. Et puis, je vous aurai un forfait gratuit. Voilà, allez, Françoise. Je voulais juste préciser quelque chose qui me paraît incroyable ce matin par rapport au pass vaccinal et à toute la crise du Covid. Ne bondissez pas parce que moi ça me heurte terriblement si c'est vrai. On annonce que le professeur Montagnier est mort. Oui, visiblement ça a été confirmé hier soir. Hein, vous vous rendez compte que ce pays, tout ça parce que Luc Montagnier a été le premier à dire que peut-être c'était une nature. Ce pays est incapable de rendre hommage à un prix Nobel de médecine, co-découvreur du virus du HIV, parce qu'il y a eu la crise du Covid, que la PHP règne en tirant sur tout ce qui bouge. Vous vous rendez compte que le président de la République, le ministre de la Santé, personne dans ce pays, 24 heures après la mort d'un scientifique de ce niveau-là, on peut dire après, oui, il a déconné, mais non, c'est un très grand niveau, prix Nobel de médecine, personne n'a rendu hommage à cet homme. Je trouve ça... Ce sera le cas chez André Berkoff ce midi. Un mot, Éric Revel, vous vouliez, sur ce convoi de la liberté. Ce que vient de dire François. Allez, le convoi de la liberté, un mot, Éric Revel. Je suis d'accord aussi avec François sur le professeur Montagnier. Non, sur le convoi de la liberté, il faut quand même le rappeler, l'information de ce matin, c'est le préfet de police qui interdit la manifestation. Alors je regarde le communiqué là. Ceux qui vont venir, c'est écrit dans le communiqué, donc ça fout quand même la trouille. Ils risquent 2 ans de prison. 4 500 € d'amende, immobilisation, etc. Donc c'est un vrai sujet. Moi je me demande dans quelle mesure, d'ailleurs, le préfet de police n'engage pas un bras de fer, parce que ces convois de la liberté qui vont arriver aux alentours de Paris, vous les stoppez à quel niveau? Ils s'arrêtent à quel niveau? C'est donc un vrai sujet. Moi je pense qu'il y a quand même un risque politique. Il y a quand même un risque politique pour Emmanuel Macron. Je pense qu'il attend de voir d'ailleurs si ça prend ou pas pour se déclarer candidat. Parce que vous imaginez, s'il se déclarait candidat alors que Paris est bloqué, ce serait quand même un sujet. Maintenant, moi, je suis persuadé qu'il y a la cristallisation, l'agrégation de plein de maux dont souffrent les Français. Ah, vous croyez ça? Bien moi, sûr. Attendez, mais alors, dès l'instant où Attal nous explique, ou je ne sais plus qui, que le pass vaccinal va être retiré fin mars, si c'est le cas, ou alors on joue avec les gens, mais si c'est le cas, et que les motivations des convoyeurs de la liberté étaient justes sur le pass vaccinal, on pourrait imaginer que ça prenne pas beaucoup d'ampleur. Mais il y a autre chose. Il y a toutes ces questions de pouvoir d'achat, de crise sociale. Il y a aussi les élites, si vous voulez. Il y a toujours ce sentiment, et notamment que la Macronie, c'est quand même les surdiplômés qui font la leçon à la France entière. Mais je m'étonne de votre communiqué, parce que j'avais pas compris que c'était le préfet de justice qui rendait le préfet de police qui rendait la justice dans notre pays. Non, mais c'est pas à lui de dire combien vont prendre les gens. C'est l'article 412 L du Code de la route. Oui, c'est ça. Si vous bloquez, c'est 2 ans de prison, 4 500 € d'amende, immobilisation de la voiture. Les peines encourues. Oui, mais c'est le tribunal de police. C'est quand même impressionnant. 2 ans de prison. Mais on n'est jamais dans les peines encourues en réalité. Merci. Elle s'en fout, elle n'a pas le permis, Elisabeth Lévy. Mais pourquoi vous dites ça? Calmez-vous. Elisabeth Lévy, Éric Revel. Moi, je suis toujours calme. Et donc, dans un instant, on va s'intéresser à notre climat, à l'environnement, et on va en parler de façon assez posée. Parce qu'il y a d'un côté l'écologie punitive, après il y a une autre forme d'écologie, il y a l'écologie aussi qui fait appel à la science. On va faire un point dans un instant sur ce que propose sur le nucléaire, par exemple aussi les candidats, parce qu'on parle beaucoup du nucléaire aujourd'hui, avec le plan qui va être annoncé par Emmanuel Macron. Et Brice Lalonde, il était contre, plug-off, les pancartes, souvenez-vous, dans les années 70, et aujourd'hui il a des pancartes, mais pour le nucléaire. Pourquoi ? On en parlera avec lui, on sortira bien sûr des idées reçues pour sauver le climat. Dans un instant, vous voulez parler 0826 300 300 et commenter, on vous attend au standard. À tout de suite.